Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de construction et d'optimisation d'un modèle de classification. Au niveau de la présentation, nous allons commencer par regarder la problématique adressée ainsi que les différentes données classes correspondantes. On va également présenter notre méthodologie de résolution, l'architecture, la recherche du pair paramètre, l'entraînement et enfin les différentes performances que nous avons obtenues au niveau des données qu'on a récupérées sur Kaggle ainsi que nos propres données. Et enfin, on va terminer par une conclusion. Au niveau de la problématique, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire la classification des images de déchets d'objets recyclables. Pour cela, on s'est donc basé sur un jeu de données récupéré sur Kaggle et à la fin de l'expérience, on a voulu également comparer les résultats obtenus euh, des données sur Kaggle versus les images que nous avions nous-mêmes pris dans le contexte de la vie réelle pour pouvoir euh, vérifier si notre modèle est capable d'aller chercher correctement les informations pour les classer. L'ensemble des données de Kaggle est un ensemble de 15 515 images réparties en 12 classes qui correspondent tous à des types de déchets ou de matières recyclables comme on pourrait le voir avec les images à l'écran. Ici, on voit d'autres images de l'entraînement de notre réseau au niveau de la classe des souliers, des métaux, des vêtements et des batteries. La méthode qu'on a envisagée pour résoudre le problème, c'était d'abord de choisir un réseau de neurones à convolution, de prendre sa version pré-entraînée, ensuite de faire son entraînement sur les données de Kaggle, puis de faire une recherche en grille sur des hyperparamètres pour trouver les hyperparamètres qui étaient les plus optimaux, puis en fin de compte d'évaluer les performances sur l'ensemble Kaggle, puis ensuite de vérifier sur nos photos réelles, puis d'observer la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux. Le modèle qu'on a sélectionné, c'est ResNet 18. C'est un modèle assez classique en reconnaissance d'images. Normalement, ça offre des performances assez intéressantes. C'est un modèle qui est à bloc résiduel, c'est-à-dire qu'il y a une connexion là, de raccourci à l'intérieur qui améliore ses performances. Il comporte 18 couches, dont 17 couches de convolution, puis une couche pleinement connectée qui, normalement, ResNet 18 est capable de faire la reconnaissance sur 1000 classes. Nous, on a réduit ça à 12 classes. On a pris sa version pré-entraînée sur les images de ImageNet. Pour le partitionnement des données, on a été pour 40% des données sur un jeu d'entraînement, 40% sur un jeu de validation, puis 20% sur un jeu de test. La recherche du paramètre a été faite sur les données d'entraînement et en comparant sur la validation, puis ensuite sur les données d'entraînement et de validation en comparant avec les données de test pour l'entraînement complet finalement. Les hyperparamètres avec lesquels on a une liberté, c'est la résolution d'image, le taux d'apprentissage et le momentum. Donc, on a fait une recherche en grille sur 10 époques sur l'ensemble de ces paramètres-là pour faire ressortir quels étaient les paramètres idéaux. Ici, on va présenter quelques résultats parmi l'ensemble de nos résultats pour faire ressortir certains phénomènes qu'on jugeait importants à comprendre. Donc, tout d'abord, on regarde les recherches qui ont été faites sur les images 100 par 100. On voit que le momentum est très important parce que pour un taux d'apprentissage similaire, quand on augmente le momentum, on voit qu'on a un gain d'au-dessus de 20 entre ne pas utiliser de momentum et utiliser 0,99 de momentum. Donc, le momentum a vraiment une importance dans notre modèle. Similairement, le taux d'apprentissage a aussi une grande importance. On voit un gain de 19 quand on passe de 1 millième à 1 centième pour le taux d'apprentissage. Et quand on rajoute avec ça la combinaison, la meilleure combinaison taux d'apprentissage et momentum, là, on monte à une performance allant jusqu'à 85,3 en validation.
qui est beaucoup plus élevé que certains autres résultats autour de 60% qu'on avait. Donc, on voit l'importance de bien configurer ces différents hyperparamètres. Quand on passe avec les mêmes hyperparamètres optimaux trouvés en 100 par 100 et qu'on passe avec une résolution de 200 par 200, on voit un gain de 6,9% juste par l'augmentation de la résolution. Donc, on voit que c'est vraiment intéressant d'utiliser des images qui sont un petit peu plus grosses. Et quand on fait une recherche complète d'hyperparamètres au niveau des 200 par 200, on voit un gain négligeable de 0,1% qui est plus dans la marge d'erreur. Et on voit aussi que les hyperparamètres sont très près des hyperparamètres optimaux trouvés sur les images 100 par 100. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une zone d'hyperparamètres intéressante, peu importe la résolution de l'image. Ensuite, on a continué à augmenter l'image pour passer à 300 par 300. Et là, on a plutôt eu une dégradation des performances d'environ de l'ordre de 1% au niveau des résultats en validation. Et on a presque doublé le temps d'entraînement, ce qui devenait très lourd à entraîner pour, en fait, ne même pas avoir de gain au bout des 10 époques de notre recherche d'hyperparamètres. Peut-être qu'on aurait pu avoir des gains si on aurait roulé plus d'époques, mais vu la perte de performance, on trouvait que c'était un petit peu moins intéressant. Et même si on faisait une recherche plus complète au niveau des hyperparamètres, nos gains ne venaient pas égaler les performances qu'on avait obtenues avec des images de 200 par 200. Cette recherche des hyperparamètres optimaux nous mène à choisir les 3 hyperparamètres suivants: une résolution de 200 sur 200, un taux d'apprentissage de 0,01 et un momentum de 0,95. Avec ces 3 hyperparamètres, nous avons pu obtenir un score de 93,3% en test après 13 époques, comme vous pouvez bien le voir sur la figure. Ensuite, nous avons essayé de voir l'impact de la répartition des données d'entraînement sur la performance pour chaque classe. Et chaque classe est représentée par sa distribution sur l'ensemble du jeu de données et sa performance en test. Ce que nous avons pu voir, c'est qu'il y a une certaine homogénéité de la performance, ce qui nous fait dire que la répartition des données ne semble pas avoir un impact important sur la performance de notre modèle. Cependant, il y a une diminution de la performance pour 3 classes qui sont les métaux, les plastiques et les verres clairs. Ceci pourrait être expliqué par une certaine complexité à différencier ces 3 classes due à leur ressemblance. Et enfin, nous avons fait des tests sur des photos prises dans un contexte réel. Avec celle-ci, nous avons obtenu un score de 58,1%, contrairement aux 93,3% que nous avons obtenus précédemment avec les images de Kaggle. Cela nous fait penser que la qualité des photos pourrait avoir un impact sur la performance de notre modèle. En conclusion, on peut dire que ce type de modèle peut être utilisé pour le triage du recyclage automatisé ou bien peut constituer une partie de la solution dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et ce qui est plus important à retenir est qu'il est important d'avoir un ensemble de données pour l'entraînement qui correspond bien à la réalité du terrain. C'est pour cela qu'en perspective, on compte effectuer un entraînement uniquement sur des photos réelles pour vérifier l'impact de la qualité de celle-ci sur la précision de notre modèle. Ou bien ajouter des photos réelles à notre jeu de données pour augmenter la robustesse du modèle. Nous vous remercions pour votre attention.